la caractérisation de... What? OK. On présente 7 travaux sur la caractérisation des acquisitions foncières à grande échelle avec l'utilisation des techniques d'analyse de réseau. Ce sera un séminaire à deux, moi et Jérémy Bourgoin, qui est ici aussi. Mais c'est un travail collectif avec Quentin Greslan, qui est doctorant ici à TEDx, sur la supervision de Jérémy, Matteo Zignani et Sabrina Gaito de l'Université de Milan et Marcus Giger du UCD Berne. Là, je laisse la parole à Jérémy pour introduire un peu les problèmes des acquisitions foncières à grande échelle et les données du Land Matrix qu'on va utiliser dans ce travail. Ouais, merci Roberto. Bonjour à tous. Donc, ce travail de recherche, il est... On ne t'entend pas super bien, Jérémy. Ah, attends. C'est juste variable, donc à mon avis, il faut que tu fasses un effort de rester à une distance fixe. Ouais. Ça commence bien, en plus on est filmé. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, très bien. Ok. Donc ce travail de recherche, il est ancré sur la thématique des investissements de terre à grande échelle. C'est des investissements qui sont connus en tout cas pour avoir augmenté fortement à partir des années 2000 avec une conjugaison de crises, crise financière, crise alimentaire, qui ont amené de nombreux pays en tout cas à développer un certain appétit pour des terres arables, notamment pour délocaliser certaines productions quand ils étaient déficitaires. Avec, donc on a vu apparaître des fortes demandes pour la production agricole et aussi pour d'autres types de produits. On a notamment la thématique des biocarburants qui s'est fortement développée aussi pendant les années 2000, mais qui de toute façon externalisait ses productions dans d'autres pays et notamment les pays des Suds. C'est ce lien très fort avec une certaine agriculture capitaliste. C'est fortement développé dans les pays des Suds où il y avait des problématiques de gouvernance associées à ces investissements, des problématiques de conflit aussi, notamment pour des questions de gouvernance des terres, des questions foncières. Et donc, ça a amené de nombreux instituts de recherche, mais aussi de groupements de société civile, d'ONG, à s'intéresser à cette question des investissements qui se multiplient dans les pays et à essayer de développer des méthodes, des approches pour les quantifier, pour les suivre. Ici, on a cité deux exemples, Brain et la Land Matrix. On va parler de la Land Matrix aujourd'hui. La Land Matrix, c'est une plateforme qui a été montée par différents partenaires, dont le CIRAD, des instituts de recherche en Allemagne, des instituts de recherche en Suisse, etc. Aussi l'International Land Coalition, qui est basé au FIDA, donc aux Nations Unies, et qui ont essayé donc de voir comment finalement arriver à agréger de l'information sur ces questions-là, sachant que l'information était de sources très, très hétérogènes. On avait parfois des lanceurs d'alerte qui prenaient la parole sur un sujet en faisant état d'un investissement qui était lié à une certaine forme de conflit. On avait aussi des données plus officielles, notamment des données issues des gouvernements qui apportaient une certaine transparence sur ces investissements, mais ce n'est pas le cas partout. Il y avait aussi des données de recherche, des données de terrain, etc. Donc, essayer de voir comment la Land Matrix a essayé en tout cas d'être un agrégateur de ces différentes données, en essayant de trouver des moyens de corroborer l'information avec des relais locaux et de la trier, donc la trier par nature d'investissement, avec les dates d'investissement, les superficies qui avaient été demandées, les superficies acquises, en intégrant des dimensions aussi contractuelles, de voir ce que ça représentait en termes d'emploi, ce que ça représentait en termes de traitement des questions de genre, etc. Et donc, la base de données qui existe aujourd'hui, donc vous pouvez sur le site internet de la Land Matrix et vous pourrez télécharger ces données qui sont accessibles pour tous. Et donc, ils font aussi, la Land Matrix fait la promotion d'une certaine ouverture avec
avec des données libres d'accès où tout le monde peut contribuer. Donc, le crowdsourcing et l'open data sont vraiment des maîtres mots pour eux. Mais ça a aussi un certain revers de la médaille avec des difficultés à ce que les données soient actualisées, parce que ça demande forcément des investissements très importants en termes de terrain. Aussi de quantification. Il y a eu beaucoup de recherches de quantification, mais finalement, il est très difficile de suivre si la quantification a été juste, notamment sur des territoires où il est difficile de délimiter les investissements. Et puis ensuite, beaucoup de controverses sur la fiabilité des sources, sachant que les sources étant hétérogènes, comment est-ce qu'on peut arriver à rendre compte de certaines formes de fiabilité. Et puis, il y a des effets de seuil aussi. Donc, par exemple, ici, la Landmatrix ne représente sur son site internet que les superficies investies pour plus de 200 hectares. Et donc, ce seuil assez arbitraire qui tend à homogénéiser ce qui est un investissement à grande échelle ne correspond pas forcément à des dynamiques nationales qui ont des espaces beaucoup plus fragmentés. Donc, voilà un petit peu la base d'information qu'on a utilisée avec sa richesse, mais aussi ses limites. L'intérêt, pour nous, ce n'était pas effectivement, au cas par cas, il y a forcément des chiffres qui sont minimisés ou maximisés. Ce qu'on essaie de voir, c'est qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ce type de base de données, qu'est-ce que ça nous permet de mettre en évidence comme une grande tendance, comme aberration, et finalement, à quoi peut bien servir ce type de base de données pour aller plus loin dans la réflexion sur les investissements à grande échelle. Ok, alors là, merci Jérémy. Alors là, la modélisation et les résultats qu'on va présenter, surtout dans la première partie, vous les trouvez dans cet article publié sur PLOS ONE, de Parabolo Parabolen, c'est open access, si vous êtes intéressé pour le retrouver sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce travail-là? L'idée, en fait, c'est de modéliser l'information que c'est dans les Landmatrix, sur les investissements à grande échelle, dans un réseau, spécifiquement dans un Land Trade Network, du coup, sur un réseau basé sur les contrats fonciers à l'échelle globale, mondiale. Pour mener des analyses approfondies, quantitatives et qualitatives, qui sont basées sur des conseils d'analyse de réseau avec des méthodes généralement utilisées dans l'analyse de réseau, du coup, dans des domaines un peu différents, qui peuvent être les réseaux sociaux, online ou offline, et autre chose, mais rarement dans ce contexte-là. Avec ce modèle, on a extrait 3 réseaux. Un réseau multisecteur, ça veut dire là où on prend en compte tous les investissements transnationaux à grande échelle dans tous les secteurs. Et en plus de ça, on a extrait, modélisé 2 réseaux qui sont spécifiques dans certains types d'investissements, et notamment un réseau sur les mines et un réseau sur l'agriculture, pour donner un peu l'idée de comment les rapports, les contrats et la situation de cette trade globale, ça va changer en dépendance vraiment du type d'investissement. On verra qu'il y a en fait des gros différences. Alors, les modèles qu'on a proposés, en fait, c'est un modèle global, comme j'ai déjà dit, à l'échelle mondiale, où les nodes du réseau, ils représentent les pays du monde. Et il y a un lien, un arc entre 2 pays, entre 2 nodes. S'il y a au moins un contrat foncier d'investissement en grande échelle entre ces 2 pays. Et c'est un réseau orienté où le lien il va du pays investisseur au pays target. Et les liens ils sont pondérés, il y a un poids qui représente la quantité totale en hectares de tous les deals, tous les contrats entre ces 2 pays. Et oui, il faut spécifier encore une fois qu'on prend en compte que les deals transnationaux, parce que dans la matrix, on a aussi des contrats, des investissements qui se passent à l'intérieur du pays. On ne prend pas en compte ce contrat-là, pas parce que ce n'est pas important pour le phénomène, mais parce que là, on est intéressé vraiment dans les relations entre les différents pays. Et là, on voit les tableaux avec les caractéristiques structurelles de ces 3 réseaux. Nombre de nodes, de liens et quelques petits
métrique de l'analyse de réseau, du coup la réciprocité, du coup la quantité d'arcs qui vont dans les deux sens, du coup quand il y a des investissements entre les deux pays dans les deux sens, où tous les deux pays ils jouent le rôle d'investisseurs et target, on voit que le pourcentage de réciprocité est très très bas dans les trois réseaux, et même zéro dans les réseaux de mines. Average path length, clustering coefficients, transitivité, associativité. Bon, là, on n'a pas le temps dans les détails sur ça, mais c'est juste pour vous montrer que quand même les réseaux multisecteurs et les réseaux spécifiques, ils sont assez différents structurellement. Bon, il faut dire que le réseau d'agriculture est un peu plus similaire au réseau multisecteur parce que quand même l'agriculture elle joue un rôle majoritaire, je dirais, dans les phénomènes en général et dans les land matrix, que c'est quand même assez lié à ces investissements. Le réseau des mines, c'est plus petit, d'accord, mais très différent au niveau structurel. On va voir un peu plus en détail après que le rôle des pays, c'est un peu différent dans ces cas-là. Pour analyser ce réseau, on a aussi défini un score qu'on appelle LSLA score, Large Scale Land Acquisition Score, pour montrer un peu, pour caractériser le rôle des différents pays en se basant sur la quantité de terrain, de land acquise et cédée aux autres pays. C'est basé sur les caractéristiques du réseau, du coup sur les weighted in degree ou weighted out degree, en gros, en fait, sur la quantité d'hectares acquis, disons, vendus, c'est pas vendu dans tous les cas, mais par les pays. Et en fait, l'idée, c'est qu'un score haut, ça correspond à des target countries, du coup, pays target, et un score bas, proche de zéro, ça va correspondre aux pays investisseurs, aux majeurs investisseurs. Là, on voit une première carte globale qui c'est sur les réseaux multisecteurs. On voit en coloration basée sur les scores. On a les gens sur la droite. Et je vais passer la parole à Jérémy pour commenter un peu cette carte. Oui, merci. Juste pour indiquer qu'ici, donc dans la base, effectivement, on peut voir le lien entre des pays dans lesquels on investit et puis les investisseurs qui sont souvent des entreprises. Hein. Donc, on peut avoir soit des investissements directement par certains États, mais généralement ce sont des entreprises qui sont localisées dans certains pays. Donc on n'a pas encore poursuivi les recherches sur les liens directs entre les entreprises, certaines formes en tout cas d'entreprises décentralisées. On a fait ce lien entre pays. C'est ce qui est représenté ici. Donc vous voyez par rapport au gradient, plus vous êtes proche de zéro et plus vous serez seulement un pays qui investit mais qui ne reçoit pas d'investissement. Et plus vous allez vers 1, et plus vous allez être un pays qui ne reçoit que des investissements. Ce que ça permet, pour nous, ce qui nous paraissait intéressant, effectivement, il y a beaucoup de cas particuliers. Mais ce qui paraît intéressant de dire déjà, c'est que souvent, on a l'habitude de représenter des relations nord-sud qui ne sont qu'unidirectionnelles, donc des investissements des pays soit dits développés vers des pays des Sud. Ce qu'on voit ici, c'est que la plupart, en tout cas des pays, et notamment qui ne sont pas européens occidentaux, ont une couleur plutôt turquoise-vert qui correspond à des pays dans lesquels on investit, mais qui eux aussi investissent. C'est ce qui nous paraissait intéressant. On verra ensuite quels sont les secteurs dans lesquels cela s'opère, mais que les relations sont beaucoup plus complexes qu'une relation unilatérale des pays des Nord vers les pays des Sud. Et là, oui. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose aussi sur le spécifique de la Chine, et après on a les pays arabes aussi. Bien sûr, ce que ça montre, donc globalement, on peut représenter le réseau, et puis ensuite, ce qui nous paraissait intéressant, c'était d'avoir un regard plus particulier sur les grands investissements qui sont réalisés, et notamment certains pays qui sont moteurs de ces phénomènes mondialisés. Et effectivement, la Chine, qui investit beaucoup, notamment pour délocaliser sa production forestière agricole dans des pays de l'Asie du Sud-Est, ça se matérialise fortement sur ce réseau, mais on voit aussi beaucoup d'investissements
en Afrique, beaucoup d'investissements aussi en Amérique latine, et des relations particulières avec certains pays européens. Donc après, derrière ces flèches, il y a des cas d'investissement, il y a des superficies qui sont acquises dans certains pays, et puis il y a des intentions. Donc, comme je vous disais, des intentions qui se retrouvent plutôt dans le domaine agricole, notamment en Afrique, mais aussi des investissements en termes d'infrastructures, plutôt centrés sur la foresterie en Asie du Sud-Est, et puis d'autres types de relations dont on reparlera tout à l'heure, des relations minières, et notamment des joint ventures avec des entreprises d'autres pays. Voilà pour ce qu'on peut dire sur la Chine. Ouais. Ah, ok. Bon, il y avait un autre calque sur l'Arabie Saoudite, mais là, je l'ai raté. Mais là, ça montrait quand même les investissements de l'Arabie Saoudite dans l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Mais là, c'est pas bon. Ouais, tu peux revenir en arrière, juste Roberto, sur ces. Voilà. Ici, vous voyez des pays investisseurs, donc une couleur assez foncée au niveau de l'Arabie Saoudite, des pays du Golfe. Et effectivement, hein, ce sont des pays qui disposent de peu de terres arables, qui ont de grands déficits donc en terre, mais aussi en eau, et donc qui développent, et ça c'est assez référencé, une forme de diplomatie religieuse aussi, hein, avec des pays africains. Et donc dans le réseau que vous retrouvez dans l'article, bravo à Roberto pour ce teasing brillant, vous verrez aussi certains liens privilégiés qui sont développés avec notamment certains pays d'Afrique de l'Ouest. Et vous verrez aussi donc, certaines références à des bouquins en géopolitique qui illustrent ces types de relations de diplomatie. Okay. Et là, donc, c'est comme a déjà un peu dit Jérémy, là, dans cette carte, on voit un peu le rôle prépondérant des pays qui on imagine bien, hein, là, les pays du G20, les pays du Paris Club, on a un score très proche de zéro. Et on voit déjà un rôle un un double rôle des pays dits BRICS, du coup, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, la Russie, qui ont des scores un peu moyennes, dans le sens qu'ils jouent un rôle d'investisseurs, mais aussi des pays target aussi. Et je dis ça aussi pour remarquer maintenant que quand on va maintenant voir les cartes pour les réseaux spécifiques de ces investissements dans les mines, dans l'agriculture, le rôle de ces différents pays, et notamment des pays du BRICS, ça va changer d'une façon assez extrême. Là, on a la carte sur les réseaux des mines, du coup, sur les investissements minerais. Il faut remarquer encore une fois que les données du Land Matrix sur les mines, ils sont assez partielles. Du coup, il y a des pays qui ne sont pas couverts, c'est sûr. Du coup, ce n'est pas une information complète 100%, mais ça donne quand même une idée. Et là, on voit bien qu'il y a des pays qui avaient un score moyen dans les réseaux multisecteurs, Russie, Chine, etc. Là, ils ont tous des scores proches de zéro. À montrer que vraiment la majorité des investissements pour ces pays sont dans les mines. Du coup, on peut voir la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud. Ils deviennent vraiment des joueurs, non, des investisseurs principaux dans ce réseau-là. Et je ne sais pas, Jérémy, si tu veux rajouter quelque chose là. Ben, mais là, on a la partie sur les mines spécifiques après. Du coup, là, on garde ouais, la deuxième partie peut-être. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure. On aura plus de détails. Notamment, ce qui est intéressant dans la base aussi, c'est qu'on a des informations sur les types de minerais. Et donc, Roberto pourra parler un petit peu de la manière dont il a intégré cette variable-là sur les types de minerais engagés dans ces transactions. Ouais. Et là encore, si on voit toujours la carte les scores, cette fois sur les réseaux agriculture, on voit encore une fois que c'est complètement différent de la carte sur les mines. Et là, on voit que 7 pays de BRICS, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, ils ont plus ce rôle d'investisseurs, ils ont plus un score proche de zéro, comme on voyait sur les mines, mais ils redeviennent des pays avec un double rôle d'investisseurs et target. Dans des cas, comme dans le cas de la Russie, il prend vraiment un rôle plutôt des pays target. Ça, c'est vraiment l'exemple de comment le secteur d'investissement, ça va changer le rôle des pays. On retrouve les autres pays toujours beaucoup vers la part du rouge, du coup, les pays, les grands investisseurs, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Arabie Saoudite, ça reste rouge, c'est clair.
Mais là, les autres pays, ils changent beaucoup. Et là, on voit aussi une situation assez dynamique en Afrique, mais aussi dans l'Amérique du Sud, où il y a pas mal de pays qui sont vraiment dans un double rôle, target et investisseur. Du coup, ouais, il y a le Global North, Global South Divide, ouais, ça on le connaît, mais il y a quand même une certaine dynamique dans le Sud avec le rôle d'investisseur de ces pays qu'il ne faut pas oublier. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur cette carte. Oui, il y avait aussi ce qu'on avait un petit peu décrit dans l'article, hein, des relations parfois privilégiées entre anciens pouvoirs coloniaux et anciennes colonies, avec voilà, des liens forts développés entre pays francophones ou anglophones, et qu'on retrouve un petit peu aussi sur l'opérationnalisation de ces investissements. Effectivement, comme on le voyait tout à l'heure, j'en parlais pour les pays du Golfe, qu'on retrouve ici voilà, fortement. Alors les flèches sont un peu moins visibles, on les voit du coup au cas par cas quand on les individualise, mais on voit quand même ces pays en déficit, mais qui ont bien sûr les moyens d'investir, on les retrouve ici dans les couleurs les plus foncées. Okay. Et là, ben oui, on peut juste passer un peu vite sur ça. Ça, c'est en fait c'est la somme des hectares par les différentes zones du monde. On retrouve en gros ce qu'on a vu un peu plus dans les détails dans les cartes, du coup, que les pays investisseurs exclusivement investisseurs, on les retrouve dans l'Europe de l'Ouest et dans l'Asie, sauf sud-est. Et après, il y a des autres zones du monde qui sont plutôt dans les des pays target, du coup l'Europe de l'Est, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine, etc. Mais comme on a déjà dit, on voit beaucoup de double rôle quand même. L'Europe de l'Est, ça a un double rôle, surtout grâce à la Russie, il faut dire. L'Afrique subsaharienne aussi, c'est pas que des pays target, etc. Du coup. Ça, c'est un peu en version summarisée de ce qu'on voit dans l'état et dans la carte. Du coup, je pense que c'est passé là-bas. Oui, tout à fait. Et là, bon, là, ça, c'est encore un autre niveau d'analyse. En fait, on a fait une analyse de corrélation entre l'LSLA score et des indicateurs de métriques d'analyse de réseau, du coup, l'indegree, l'outdegree, la betweenness, c'est-à-dire les degrés entrant dans un node, du coup, la quantité d'investissement reçu, l'outdegree, la quantité d'investissement fait par un pays, et la betweenness, que c'est une métrique assez connue dans le domaine de l'analyse de réseau, et en fait, ça va mesurer la quantité de shortest path, la quantité de, disons, des parcours courts qui passent par un node. Ça montre le rôle des sables dans les groupes du réseau, dans certains nodes. Et là, on a mesuré la corrélation entre ces métriques et des métriques de développement des pays. Biocapacity, worldwide governance, corruption, human development, growth national income. Et là, on voit un peu, on voit très clairement en fait la corrélation positive et négative entre le développement d'un pays et son rôle d'investisseur ou target. Et notamment, comme c'est un peu attendu, on voit que les pays qui jouent le rôle de target, ils ont des scores très très bas de développement, et à l'envers pour les pays investisseurs. Là, je l'ai mis développeur sur ça. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on se posait des questions sur la manière dont on pouvait, qu'est-ce qu'on pouvait arriver à dire finalement de ces graphes, qu'est-ce qu'ils nous montraient, et comment est-ce qu'on pouvait arriver à imposer des variables un petit peu de structure, et donc essayer de dresser une espèce de carte d'identité, un profil pour le pays en intégrant donc, des questions de disponibilité en terre, des questions de gouvernance, des questions de corruption, des questions de développement économique. Donc on a pris, comme le disait Roberto, on en a testé plusieurs et on a retenu ces indicateurs-là. Donc vous avez le détail aussi dans l'article. Donc la biocapacité, à chaque fois, ça sera des indicateurs reconnus dans la bibliographie, donc sur une certaine manière de représenter le disponible foncier.
pour des investissements avec un disponible de terres arables, en fait, pour la biocapacité, avec aussi la possibilité de capter du carbone. Et ensuite, vous avez donc des indicateurs comme voilà, les indicateurs plutôt économiques classiques, dont on voulait complémenter avec des indicateurs qui étaient aussi des indicateurs de correction. Vous avez Corruption Perception Index, CPI, qui est développé par Transparency International. Vous avez le Worldwide Governance Indicator, qui est WGI, le Growth National Income, mais aussi le Human Development Index, pour essayer de contrebalancer. Et le dernier, donc le GFSI, qui est le Global Food Security Index. Donc, ce qu'on essayait de voir, c'était finalement, quand on parle d'investissement, où est-ce qu'il se situe. Alors, on voyait globalement avec les figures qu'on a présentées précédemment qu'on voyait un certain déséquilibre. Roberto l'a appelé le North-South Divide. On arrivait à le relativiser. Et finalement, globalement, ce que disent les chiffres aussi en termes de portrait de pays target, c'était ça, c'était ce type de corrélation que Roberto a mis en évidence et d'essayer de montrer qu'il y avait en tout cas une vraie corrélation entre les superficies investies et puis les très faibles niveaux et de gouvernance et de transparence et de niveau de développement dans lequel les investissements étaient réalisés. Des investissements notamment miniers qui peuvent être assez peu en lien avec un certain développement agricole ou des besoins de terres arables, vu qu'on a des conversions de terres. On a aussi les problèmes de pollution, de dégradation qui y sont affiliés. On sait que les normes, notamment les normes environnementales, ne sont pas du tout celles des pays émetteurs de ces investissements, et donc il y a une certaine délocalisation aussi de ces questions de pollution. Et donc c'était ça qu'on voulait mettre en évidence. Encore une fois, à partir de données, l'idée c'était pas d'être non plus stigmatisant et globalisant, mais d'essayer de montrer qu'on pouvait avoir un petit travail statistique entre ces niveaux d'investissement et ce type d'indicateur. Et là, pour la dernière partie des analyses présentées dans le Plus One, on a en fait fait une analyse basée sur les network motives. Ça va un peu, je dirais, vers l'abstraction. Bon, dans le sens, c'est un peu une expérience assez exploratoire. Et les network motives, en fait, ils sont c'est des motifs récurrents. Du coup, c'est des indices et des subgraphs. C'est des schémas de connexion entre les nœuds qui se répètent dans les graphes dans une façon, je dirais, statistiquement significative. Ça est utilisé exactement pour voir quels sont les schémas, quelles sont les relations entre les nœuds qui se répètent dans les graphes. Là, on a fait cette analyse dans les trois réseaux pour montrer un peu quelles sont les différences dans un premier moment. Là, ce qu'on a trouvé parmi les autres observations que vous trouvez dans l'article, c'est que dans le réseau multisecteur, du coup, dans les réseaux global, bon, tous les réseaux ils sont globaux au niveau spatial, les multisecteurs c'est les réseaux globaux au niveau des investissements. On retrouve dans les graphes beaucoup de cycles, c'est-à-dire que, comme on a déjà dit plusieurs fois, beaucoup de pays, quand on prend en compte tous les types d'investissement, ils jouent un double rôle. Et ça va provoquer beaucoup de cycles dans le Land Trade Network, parce qu'il y a beaucoup de pays qui jouent un rôle d'investisseurs et de target. Par contre, quand on voit les motifs récurrents dans les réseaux spécifiques, du coup, agriculture et mining, on voit beaucoup de ce qu'on appelle feed-forward loops. Du coup, un schéma où chaque nœud a un rôle beaucoup plus spécifique. Du coup, on a un feed-forward, il y a un initiator, du coup, un pays qui est investisseur. On a un pays target, du coup, qui fait recevoir l'investissement. Et il y a des intermédiaires. Du coup, il y a une hiérarchie un peu plus définie quand on va prendre en compte les secteurs spécifiques d'investissement. Et aussi, on a fait des autres analyses quantitatives qui nous montrent comme ces motifs ils sont très différents dans ces trois réseaux. Et aussi, mais là, on ne va pas les discuter dans le détail, on a analysé des
des cas spécifiques qui se réfèrent à des réseaux de taille, à des motifs, pardon, de taille 3, 4 et 5, pour faire une analyse qualitative sur ce schéma d'investissement, qu'est-ce qu'il nous montre dans les cas pratiques, dans les cas réels, à quoi ça correspond dans les investissements. Il y a des cas qui prennent en compte vraiment tous les continents, des investissements particuliers qui vous pouvez voir en détail dans l'article. Là, on n'a pas l'étape de discuter sur ça. Roberto, ouais. Par rapport à une question que soulevait Mathieu et dont on n'a pas parlé, sur la question de la temporalité, effectivement, sur la base de données, elle intègre des statuts, on en parlait tout à l'heure, elle intègre la nature des deals, mais elle intègre aussi leurs statuts, en disant qu'il y en a certains qui sont en opération, il y en a d'autres qui ont été abandonnés, il y en a d'autres qui sont en intention, avec à chaque fois les dates. En fait, les dernières dates de référence qui permettent de montrer l'état d'avancement d'un cas. Depuis, en fait, ce cas est apparu dans un certain état dans la base. Donc, effectivement, l'aspect temporel serait très intéressant à considérer. Et je pense qu'on pourra y revenir à la fin, Roberto, mais peut-être expliquer ça n'a pas été l'objet ici. Ça avait déjà été traité par d'autres chercheurs. Il y en a finalement assez peu en fouille de données qui se sont intéressés à cette base. Je crois qu'il y a toi et puis il y avait un autre chercheur qui, lui, avait un petit peu envisagé cet aspect de temporel. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose que tu voulais aussi développer par la suite, notamment sur le dataset plutôt des mines. C'est pour faire la transition sur les mines. Oui, voilà, tout à fait. Pour le moment, on ne prend pas en compte la temporalité, mais c'est sûr que c'est dans les ongoing and future work. Du coup, là, on va revenir sur ça. Et, tac, ok, là, ça conclut la première partie. Et là, on conclut sur cette, disons, ongoing work, même si ça a déjà été présenté au Marami, que c'est la conférence française d'analyse des réseaux. Et c'est en fait un travail basé sur les mêmes concepts, la même modélisation, mais spécifique sur le contexte des mines. Et, bon, je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi les mines? Là, je laisse Jérémy l'expliquer. Oui, en fait, les mines, ça nous paraissait intéressant parce qu'on est dans un contexte global de transition notamment énergétique. Et cette transition, elle amène en tout cas une réflexion sur des besoins, et des besoins de plus en plus forts sur finalement des matières, si on veut aller vers des énergies dites vertes, qui nécessiteront de plus en plus de produits miniers, et donc d'extractivisme. Sachant que les mines, aujourd'hui, en tout cas les matériaux nécessaires pour produire des batteries de voitures électriques ou autres, nécessitent des terres rares qu'on n'exploite pas en Europe, notamment pour être compétitif et puis après aussi pour délocaliser des questions de pollution, de normes environnementales. Donc cette réflexion sur la transition, elle nous paraissait intéressante, et déjà pour voir dans quelle mesure est-ce que les mines sont considérées comme cas d'investissement à grande échelle, comment est-ce qu'on les traite dans la base, où est-ce qu'on les référence, et d'essayer de voir progressivement comment les matières qui sont renseignées intègrent de plus en plus cette question aussi de transition vers des énergies plus vertes. Et on le voit donc sur les graphes avec des demandes qui explosent depuis une vingtaine d'années. Ok, là, on a le troisième présenteur qui réclame l'attention, hello Luca. Alors là, ce qu'on a fait au niveau modélisation, c'est ça, comme différence par rapport au travail de Plus One, c'est que là, on a modélisé un réseau multicouche. Du coup, les types de réseaux, dans le sens, c'est les mêmes. Les nodes, ils correspondent toujours à des pays. Les liens, ils sont toujours des investissements. Bon, notamment dans ce cas, c'est juste les investissements sur les mines. Mais là, ce qu'on a fait, c'est de modéliser les réseaux sur un réseau multicouche. Du coup, chaque couche représente des investissements sur un minéral spécifique. Là, pardon, là, j'ai des... Désolé, un moment,
j'ai des minutages qui sont restés de la dernière fois. Tac. Là, on a modélisé 19 couches différentes sur des minéraux différents. Vous voyez la liste sur la gauche. Ça, c'est or, rame, fer, etc. Là, on s'est basé toujours sur les informations qu'il y en a dans la matrix. On n'a pas pris des informations extérieures, mais en fait, on est en train de les faire pour rajouter un peu à notre couche, à notre niveau de détail. Mais là, pour le moment, c'est que du land matrix. On a 19 couches. Et une autre petite différence des modèles, c'est que le poids de lien, dans ce cas-là, c'est le nombre le nombre de contrats et pas la quantité d'hectares. Ça, c'est parce que dans ce cas, dans le cas des mines, le nombre d'hectares, ce n'est pas représentatif en fait de l'importance, pas forcément au moins, ce n'est pas représentatif de l'importance d'un deal. Du coup, la somme des hectares, ça allait un peu biaiser le rapport entre les pays. Quand le nombre de deals, ça nous semblait plus adapté dans ce cas-là. Et là, encore une fois, on voit un peu d'infos structurelles. Là, on parle déjà depuis 30 minutes, mais là, ce qu'on retrouve, c'est que dans les différentes couches, on retrouve quand même des différences structurelles. Ils sont populés à un niveau différent. Il y a des minéraux qui sont beaucoup plus représentés que les autres, comme l'or, le rame, etc., le carbone. Et les caractéristiques structurelles sont aussi assez différentes de couche en couche. C'est sûr que les pays, ils participent dans beaucoup de marchés différents, dans les investissements qui touchent beaucoup de minéraux différents. Là, on voit, par exemple, cette métrique de average node per layer. Du coup, en moyenne, chaque pays, ça apparaît dans 3,7, disons, dans 4 couches différentes. Dans le sens que chaque pays, en moyenne, ça a des investissements dans 4 minéraux différents. Et là, on retrouve en première carte, dans ce cas-là, ce n'est pas encore les scores, mais c'est vraiment juste le rôle des pays. Du coup, quel investisseur, quel target et double rôle. Et là, je laisse Jérémy parler sur ça. C'est assez clair, je trouve. Ouais, ce qui nous paraissait intéressant ici, même si ça va vous paraître redondant, mais pour nous, c'était une manière de présenter différemment les choses et peut-être de manière plus claire avec des investisseurs stricts, des cibles strictes, et puis ensuite des pays qui jouent un petit peu ce double rôle, donc qui participent, qui reçoivent des investissements pour certaines, j'allais dire denrées, non, mais pour certains produits miniers, mais qui vont aussi du coup investir dans d'autres pays pour d'autres ressources. Donc, on voit ici que vous voyez très clairement apparaître les pays investisseurs, donc qui sont fortement les pays que vous aviez en tête, hein, notamment des grands pays miniers tels que la Russie, la Chine, l'Australie, le Canada, les États-Unis. On voit aussi beaucoup apparaître donc, des pays du Golfe, la Turquie et puis l'Europe de l'Ouest. Donc c'est dans cette catégorie d'investisseurs. Et là, vas-y, Roberto, j'espère suivre un peu. Là, on retrouve, oui, bon, là, on retrouve juste un exemple de ce que j'allais dire avant. Du coup, que les différentes couches, ils présentent des réseaux différents. Du coup, si on se focalise sur un certain minéral, on va retrouver des relations différentes entre les pays. Là, on voit les 3 premières couches, du coup, or, rame, bauxite, et le 10e sur l'uranium. On voit que, en fait, les relations dans l'end trade global, à l'échelle mondiale, ça présente des relations assez différentes entre les pays. Après, bon, il faut toujours avoir en tête la quantité de données qu'on a disponibles. Ce n'est pas 100%, mais quand même, on voit que le réseau de l'or, c'est très, très globalisé. On voit beaucoup de pays dans tous les continents. Quand, par exemple, ce n'est pas la même chose pour la bauxite ou pour l'uranium. Là, on le retrouve que dans certains pays. Mais là, on peut discuter aussi. Tiene des approches con confirmation, il y a des divergences. Disons que là, la modélisation multicouche, ça nous permet d'aller un peu plus en détail parce que dans les cas des mines, on rajoute ce niveau de détail sur les types de minéraux. Quand, pour ce qu'on a vu sur les réseaux globaux, l'agriculture, mines, multisecteurs, là, on s'arrêtait vraiment à la quantité d'hectares et aux relations entre les deux pays. Du coup, il y a une confirmation et pas de divergence, c'est plutôt un
approfondir, voilà ce qu'on avait trouvé, approfondir sur les cas des mines, du coup, aller un peu plus dans les détails. Et, par exemple, comme je disais, ça nous permet de voir un peu aussi les top target count, du coup, quels sont les pays où on retrouve des investissements relatifs à un certain minéral. Jérémy, tu veux commenter ce tableau-là, si tu veux? Oui. C'était principalement pour essayer de voir le lien entre les usages des ressources, ce qui n'apparaît pas encore ici, mais avoir le type de ressources, savoir aussi dans quelle zone géographique est-ce que ces ressources sont trouvées. Et on voyait apparaître, pour en tout cas ces 10 premières ressources principales, principalement des investissements en Afrique et en Amérique latine, on les voyait très fortement apparaître. Et ça nous permettait un petit peu d'avoir une démarche exploratoire avec cette entrée par la ressource. Juste en quelques mots. Ça reste encore des chantiers de travaux pour nous. Et là, très vite, car on va finir notre temps. Là, on a toujours notre score. C'est à peu près la même chose les scores qu'on a vu avant, mais en concordance avec ce que j'ai dit avant sur les poids de liens. Cette fois-là, on a les scores, encore une fois, pas sur le nombre d'hectares, du coup, pas sur la somme des hectares de villes, mais sur le nombre de villes entre deux pays. On l'appelait M-score, mais bon, c'est une petite modification sur le concept des scores. Et là, on voit la carte relative à cette M-score. La carte de l'M-score, c'est sur les flattened graph, dans le sens, pas sur les réseaux multicouches, mais sur les réseaux aplatis, okay, qui prennent en compte les investissements dans tous les minéraux. Et là, on voit un peu la comparaison entre la carte qu'on a vue avant sur le rôle Investor Target Double Roll et cette M-score. Je ne sais pas, Jérémy, si tu veux dire quelque chose sur ça. Excuse-moi, c'était à moi de parler. Et oui, en fait, ce qu'on essayait de, alors vous nous direz les couleurs les plus psychédéliques si ça vous va, mais on essayait d'avoir un regard un petit peu comparatif entre ces deux cartes, parce que justement, on arrivait à voir le comportement de certains pays du fait de leur statut d'investisseur et de voir aussi la manière dont ils étaient plus ou moins impliqués sur le marché des transferts de denrées minières. Donc c'était un petit peu ce lien qu'on voulait établir, notamment de pouvoir, dans cette grande catégorie des pays investisseurs que vous voyez en rouge en bas à gauche, de voir un petit peu quels étaient les leaders ou non de certains marchés, et notamment vous voyez ici que le Royaume-Uni, la Chine et l'Australie, ainsi que le Canada, dont on parlait tout à l'heure, sont les pays qui sont les plus impliqués dans ces investissements numériques. Voilà. Et pour la dernière partie de ce travail-là, ce qu'on a fait, c'est de lancer un algorithme de community detection. Du coup, détection communautaire, c'est une famille d'algorithmes très, très connus et très, très utilisés de l'analyse des réseaux. Et notamment, ça, c'est né, ça a été utilisé beaucoup pour les réseaux sociaux, où les conseils de communauté, c'est assez clair, non, communauté, comme on l'entend dans le langage quotidien. Mais ça devient aussi, ça s'est appelé aussi graph clustering. Du coup, ça peut se voir aussi comme un clustering sur le graphe. Du coup, ça peut être adapté à notre domaine aussi. On l'a lancé dans notre cas et on a utilisé Infonap, c'est un peu à l'état de l'art pour la détection communautaire multicouche. Et on a trouvé des choses très, très intéressantes sur ce qui regarde les communautés. Là, je vais aller vite sur ça car on est déjà à 43, les gens sont très fatigués. Du coup, des communautés qui impliquent, vous voyez par exemple des pays comme le Royaume-Uni, la Chine, l'Australie avec le Brésil, toute la partie sud de l'Afrique, autres pays que vous voyez là-bas, l'Amérique du Nord, mais aussi cette communauté-là avec Turquie, Pays-Bas et Guernsey. Ça, c'est intéressant parce que là, on voit tous les paradis fiscaux dans sa même communauté. Ouais, effectivement, on voulait aussi tester certaines hypothèses, et notamment de la manière dont les paradis fiscaux étaient représentés. Effectivement, vous voyez sur cette communauté apparaître
les Pays-Bas, Guernesey, les îles Caïmans, voilà, qui ont des systèmes, en tout cas de taxes, qui permettent l'inscription d'entreprises dans leur pays avec beaucoup d'exonération. Et donc, on peut, à travers ce type de montage-là et le Community Detection, permet de mettre en évidence certains montages qui ciblent certains pays. Donc, vous voyez ici ciblé en Afrique de l'Ouest et avec des investissements qui sont des investissements répertoriés dans ces paradis fiscaux. Ça me paraissait assez intéressant, en tout cas, à discuter à l'occasion d'un nouveau papier. Oui, c'est vraiment cette communauté sur les paradis fiscaux, c'est vraiment très intéressant aussi au niveau d'analyse des réseaux, parce que ça veut dire qu'en fait, ces paradis fiscaux, ils sont des liens, des schémas très spécifiques qui apparaissent dans certains pays target, comme par exemple celle de l'Afrique de l'Ouest. C'est très intéressant. Là, on a un autre exemple de communauté qui implique la France aussi, des investissements en Afrique, etc. Mais là, on a pas le temps dans les détails. Bon, ça confirme un peu notre analyse. Quels sont les future work? Ben, il y en a pas mal. Hein. Là, ça, c'est utiliser l'état de l'implémentation, du coup, parce que dans les matrix, on a des contrats qui sont opérationnels, in operation, mais on a aussi qui sont abandonnés dans un phase de start-up, etc. Il y a aussi cette information qu'on peut exploiter pour contextualiser un peu le rôle des pays. L'intention of investment aussi, c'est qu'on peut utiliser dans les mines. Le rôle des compagnies, c'est très important parce que là, nous, on prend en compte les pays dans cette première phase du travail. D'accord, ça a du sens, mais là, pour avoir un autre niveau, il fallait prendre en compte vraiment les compagnies, les industries qui sont les investisseurs réels, parce qu'après, les pays, ça ne peut pas correspondre, ça peut être quand même un peu biaisé. Il faut prendre en compte vraiment la hiérarchie des investissements des investisseurs. Et aussi extraire des informations additionnelles des autres sources hétérogènes qui ne sont pas dans la matrix, du coup, sources publiques, articles de journaux, médias sociaux, investigative journalisme comme le Paradise Paper, etc., pour ajouter des informations additionnelles à ce qu'on connaît déjà par la matrix. Et ça, c'est tout. On a pris pas mal de temps, en effet, mais si vous avez des questions, on est là pour répondre. Oui. Alors. Je peux peut-être, j'avais levé ma main. Et merci, super intéressant, excellente présentation. Et j'ai une question, en tant que vous parlez, j'ai fait en parallèle un petit test et j'ai rentré justement à voir les étiquettes en Argentine, donc je connais certains endroits qui sont justement névralgiques et j'ai me rendu compte que l'étiquette justement de Landmatrix, c'est dans tous les cas culture vivrière. Et alors, on rentre dans les détails et il y a justement la soja qui est des cultures vivrières, il n'y a rien par la Chine. Il y a des endroits où ce sont des points névralgiques qui ont été achetés par des mining companies, d'ailleurs canadiennes, et d'or. Donc les noms. Donc quand on rentre dans les détails, on peut voir culture vivrière. Après, il y a rien qui est renseigné et quand même la compagnie c'est Gold Company, blablabla. Donc justement, je pense qu'il y a beaucoup de billets, beaucoup d'erreurs. Des erreurs intentionnelles, j'imagine, c'est une question de déclaration. Alors, comment, justement, au moins, ce que j'ai vu en Argentine, l'erreur est très important. Comment ceci est traité, parce que ça me semble super intéressant de pouvoir voir comment, justement, l'information peut être extraire et voir tous ces billes qui existent, qui me semblent très importants. Oui, je peux répondre là-dessus. Merci Sandra. Effectivement, comme tu le dis, ce qui est répertorié dans la base est souvent de l'ordre du déclaratif. Donc, il y a des processus de vérification qui sont mis en place, mais qui prennent du temps. Et donc, il y a beaucoup de cas aberrants ou manquants encore. La manière dont la Landmatrix travaille, il cherche donc à renforcer des réseaux nationaux. Donc, il travaille avec des réseaux d'observatoires, un observatoire en Argentine notamment, qui cherche à affiner et à produire de l'information toujours plus précise. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de cas qui restent très peu transparents, sur lesquels il faut mener des enquêtes parfois qui n'aboutissent pas.
Et donc, effectivement, c'est vrai qu'il y a des investissements pour que l'information soit meilleure, pour qu'elle soit toujours améliorée. Et ça, donc, c'est reporté sur des structures nationales. Et l'information est continuellement mise à jour. Donc, effectivement, quand il y a des erreurs, il y a un site internet pour la plateforme nationale en Argentine qu'on pourrait contacter pour indiquer toutes les erreurs que tu viens de mentionner. Ah, c'est ça, parce que c'est important. Si les publics, justement, ou tous ces acteurs qui connaissent, ils peuvent agir, ils peuvent rentrer dans. Ben, ça, je n'ai pas trouvé. Ça m'intéresse. Il y a une partie donc même sur le site de Landmatrix pour contribuer. Donc on peut contribuer en indiquant des cas répertoriés sur le terrain, en indiquant des points GPS, en indiquant il y a tout un formulaire de variables en fait qu'on peut renseigner et qui viendra être additionné aux informations déjà connues sur le cas. Alors ensuite, quand il y a des incompatibilités entre différentes sources, là il peut y avoir des investigations effectivement pour essayer de voir est-ce qu'il y a des informations biaisées, est-ce que c'est des informations biaisées idéologiquement ou est-ce que c'est issu du terrain. Voilà, c'est des choses qui sont poursuivies mais du coup par cette plateforme nationale. Super, merci. Okay. Claudia a une question, je pense. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, oui. Bonjour. Oui, je me demandais, peut-être que vous l'avez dit, mais à partir de quelle date il y a des enregistrements, enfin, je veux dire, correspondant à partir de quelle date? Ouais. Donc, en fonction des plateformes, hein, je sais que, donc, comme je disais à Sandra, il y a des dérivés en fait de la Landmatrix à des échelles nationales qui, elles, répertorient tous les cas d'investissement, quelles que soient les dates, avec des superficies, avec des seuils qu'ils fixent eux-mêmes. La Landmatrix a commencé en tout cas à mettre à jour les cas et à les rendre disponibles. Je crois qu'ils fixent des seuils, en tout cas au niveau public, sur leur site à partir des années 2000. Mais en téléchargeant la base, tu peux avoir des cas qui, fichier Excel, avec un gros fichier Excel, tu peux retrouver des cas qui sont précédents, qui précèdent les années 2000. Mais la plupart des analyses qu'ils font et ce qu'ils répertorient sur le site, c'est à partir des années 2000. D'accord, merci. Oui, c'est un peu ça. Il y a des cas qui remontent, il y a des contrats qui remontent, je pense, aux premières années du 1900 ou des choses comme ça, parce qu'après, Landmatrix, ça a commencé à récolter les données comme ça à moitié des années 2000, mais après, quand il y avait des contrats avec des dates même très vieilles, ils sont répertoriés avec des dates assez vieilles. Après, c'est des cas spécifiques, mais bon. Oui, quelques cas historiques, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Oui, d'accord. Merci. Après, vu qu'il y a beaucoup quand ce sont des concessions avec des pas de temps, ces vieilles concessions, soit elles sont dans un état d'abandon, ou alors le cas a été clôturé, ou alors ils ont répertorié la première date de la concession, et donc 30 ans ou 50 ans. Donc, effectivement, c'est là où on voit apparaître ces questions. D'accord. Est-ce que vous avez une idée s'il y a des bases de données de ce type-là, mais plus à caractère historique, vraiment remonter au siècle précédent? Pas à ma connaissance. Je sais que d'autres, en fait, ces bases de données un peu sur les cas d'investissement, vu qu'elles se basent sur les données accessibles, elles vont répertorier, comme le cas disait Roberto, des cas très connus. Il faudrait peut-être aller voir sur les bases de données, par contre, des observatoires nationaux qui, eux, ont souvent plus de recul et plus de littérature grise qu'ils utilisent, ou même des données d'enquête un peu historiques qu'ils mettent en ligne. Pour y avoir travaillé au Sénégal, je sais que dans le cadre de l'Observatoire du Sénégal, ils ont ces types de données historiques avec des cas d'investissement notamment nationaux, puisque c'est souvent ces types d'investissements-là qui sont historiques. Intégrés dans leur base. D'accord, merci. Moi, j'aurais une petite question rapide aussi, et merci beaucoup pour la présentation, c'est vraiment, vraiment super. Est-ce que vous avez pensé ou essayé de faire un peu de prédiction en essayant de faire d'autres réseaux de relations entre pays liés justement sur les religions, les relations postcoloniales, pour essayer de faire des modèles de prédiction, prédire la probabilité d'avoir un lien d'investissement entre un pays et un autre,
ou comparer deux réseaux tout simplement à l'échelle du monde. Je pense que les données sont pas faciles à construire, mais ouais, c'est intéressant. En fait, c'est une bonne idée parce que comme tu connais aussi, la link prediction, c'est une famille d'algorithmes très, très utilisés dans l'analyse des réseaux et ce serait un effet naturel d'essayer de voir qu'est-ce que ça donne dans ces cas-là. Et en fait, ça va avec ce qu'on est en train d'essayer de faire, ça veut dire la modélisation aussi temporelle de ce réseau. Parce qu'après, pour faire un peu de link prediction et pour avoir une vérification de ce qu'on est en train de prédire, il faudrait voir la modélisation un peu temporelle pour voir si avec les données, je ne sais pas, avant je dis comme ça, 2015, on arrive à prédire ce qui s'est arrivé après 2015. Du coup, là, il faut modéliser les liens entre les pays avec l'information temporelle. Et comme tu suggères, c'est intéressant, on a tellement de niveaux de détails, des features qu'on pourrait modéliser sur les différents pays que oui, il faudrait essayer parce que les causes de cette relation entre pays, ils sont vraiment différents. Du coup, oui, pour faire de la prédiction, mais même pour faire de la détection communautaire, il y a beaucoup de facteurs additionnels qu'on peut prendre en compte. Du coup, c'est de l'ongoing work et du future work. Ouais, après, en plus, je pense qu'il pourrait y avoir des corrélations, enfin pas des corrélations, mais des liens, des fois pas un peu bizarre, mais par exemple si tu prends le flot de tourisme ou de migration, j'avais vu aussi un réseau mondial sur les passeports, quel pays peut rentrer dans un autre pays, enfin, quels gens d'un pays peuvent aller dans un autre pays facilement en fonction de leur passeport, ce genre de trucs. Ça se trouve, il y aurait vu que c'est des relations nord-sud, pourrait y avoir des fois des trucs qui émergent, ça pourrait être rigolo, quoi. Ouais, on avait essayé aussi de faire le lien avec les migrations, tu sais, de voir s'il n'y avait pas un lien particulier entre des pays qui recevaient beaucoup d'investissements et donc qui perdaient en potentiel de terres arables et des phénomènes d'émigration. On n'avait pas forcément réussi à accéder aux bonnes données. Ouais, pourrait y avoir beaucoup de facteurs explicatifs. Après, c'est les données qui sont dures à construire, quoi, ou à obtenir. C'est ça. En effet, on a vu beaucoup cette chose-là dans les cartes qu'on a montrées. Il y a des relations globalisées. Tu vois, la Chine, elle est partout, l'Europe, l'Amérique, les États-Unis, ils sont partout, d'accord. Du coup, il y a une globalisation. Mais après, il y a beaucoup de relations qui remontent à des choses historiques, non? La France, tous les post-colonialisme, si tu veux, mais aussi des autres situations un peu pareilles que ça, qui reviennent à des flux migratoires ou autre chose qu'on ne connaît peut-être pas. Du coup, oui, il y a une globalisation, mais il y a aussi des relations historiques qu'il faudrait un peu investiguer. Mais oui. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui construisent le réseau, quoi, qui mélangent tout un tas de choses religieuses, historiques et financières, et peut-être même aussi de connexions diplomatiques bilatérales, ce genre de choses, quoi. Exactement. Oui, tout à fait. Hein. Ouais. Okay. Il y a d'autres mains à lever. Ouais, j'avais levé la main, Christian. Yes. J'avais en tête, justement, sur les histoires d'indicateurs, il y avait, lorsque vous présentiez, moi, c'est vrai que je m'intéresse plutôt au côté agriculture. Hein. Donc, dans les indicateurs, ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est un indicateur de type disponibilité en terre. Puisque, en fait, on voit qu'il y a location de terre ou achat de terre, et y a-t-il ou non pression sur les terres, etc. Ce qui rejoindrait peut-être aussi des côtés qu'on pourrait faire des liens avec migration ou des choses comme ça, mais oui, émigration, quoi. Ça me semblait quelque chose qui pouvait être intéressant et qui, en plus, avait un joli parallèle avec avec les capacités télédétection aussi dans ce contexte. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, il y a une solution très simple aussi pour voir les antériorités ou les relations qui sont plus ou moins marquées. C'est la notion des pays francophones, anglophones, etc., qui ont un poids probablement non négligeable dans le relationnel, même si maintenant il y a peut-être une tendance à ce que ça soit moins fortement marqué.
Voilà. Et par rapport à vos présentations, là, on a eu un long parcours sur ce qui était mine. Par contre, par rapport dans la publication qui est faite, est-ce que le côté agriculture est une partie bien clairement mise en évidence et bien dissociée aussi du reste ou pas pour avoir une idée, ou dans les travaux que vous faites, hein, ou dans des publications? Alors Jérémy, tu comprends pourquoi je dis publication, hein. Tout à fait. Écoute, juste pour répondre rapidement, oui, dans l'article que Roberto a présenté dans PLOS ONE, on avait essayé du coup de distinguer. On avait une première rentrée par un réseau global et ensuite essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait en dire du côté agricole. On avait une grande partie sur le réseau agricole et puis l'autre partie au niveau minier. Et ce qu'on a présenté ici, c'était un petit peu les questions qu'on continue de développer plutôt sur ce réseau minier. Mais effectivement, la plupart des données, de toute façon, sont issues du secteur agricole. Puisque ça a été toujours les grands investissements, même très médiatisés, ont été du fait d'investissements agricoles sur les terres arables. Par rapport à la capacité dont tu parles, j'ai mis en lien une petite définition qui vient de l'article sur la biocapacité.